Alors, ce premier chapitre, dans le cadre du programme de terminale, va parler du cadre juridique de la prévention. Donc, comme on l'avait amorcé en cours, qu'est-ce que c'est que le cadre juridique? C'est le cadre qui va faire référence aux textes de loi sur lesquels on s'appuie pour pratiquer une prévention dans le cadre du milieu professionnel, pour donc essayer de prévenir accidents du travail et maladies professionnelles. Cette prévention, dans le cadre professionnel, elle va s'appuyer sur différents textes réglementaires. Donc le plus connu, le plus important, et puis celui auquel tout le reste va se référer, c'est ce fameux Code du travail, d'accord, qui va lister toutes les obligations et tous les droits de l'employeur et du salarié, et auquel on se réfère en cas de litige pour rédiger un règlement intérieur, etc., etc. Donc, le plus gros texte de loi, Code du travail. Ensuite, peuvent être négociés par corps de métier ce qu'on appelle des conventions collectives. Ici, on vous donne un exemple pour la métallurgie. Les conventions collectives, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont résulter de négociations en fait, entre les représentants des salariés et les employeurs pour améliorer les conditions déjà mises en place par le Code du travail. Par exemple, on peut avoir droit à 3 jours d'arrêt dans le Code du travail pour un mariage, et puis la convention collective va avoir, après renégociation, définir que les salariés de telle branche auront droit à 4 jours. Elles peuvent aussi négocier qu'en cas d'arrêt maladie, l'employeur complémente la part versée par la sécurité sociale lors d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pour que le salaire des travailleurs ne soit pas impacté, diminué à cause d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Bref, la convention collective va améliorer les droits offerts par le Code du travail, et ce, pour un corps de métier donné, un secteur donné. Et puis, il y a un autre texte réglementaire important qui s'applique cette fois-ci à l'échelle des entreprises, qui est obligatoire à partir de 20 salariés, qui est le règlement intérieur. Donc le règlement intérieur, il va être rédigé par les dirigeants de l'entreprise, et il doit bien sûr être conforme aux textes de loi qui lui sont supérieurs, c'est-à-dire le Code du travail. D'accord ? Il doit aussi être disponible pour chacun des salariés, être affiché de manière claire dans l'entreprise, claire et lisible. On va pouvoir lister ainsi les droits et les obligations de l'employeur en termes de sécurité et de prévention. Tout d'abord, l'employeur est tenu de respecter son obligation de sécurité, c'est-à-dire qu'il doit fournir un cadre de travail qui permet à ses salariés de travailler en toute sécurité, de ne pas s'exposer à des blessures ou au développement d'une maladie. L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, tant physique que mentale, de ses collaborateurs. Donc pour cela, il va devoir gérer des actions de prévention des risques professionnels. Donc on essaye de faire en sorte de ne pas exposer ses salariés aux risques. Et puis on va devoir aussi intégrer, quand on est employeur, la pénibilité du travail pour mettre en place des actions préventives de cette pénibilité. Ainsi, une partie de sa mission, c'est de mettre en place des actions d'information et de formation des salariés sur la santé et la sécurité. Et puis, l'idée, c'est aussi de pouvoir fournir une organisation de travail adaptée et des moyens adaptés. Donc, il doit pouvoir fournir des équipements de sécurité. Okay ? L'organisation du travail doit aussi être pensée de sorte à prémunir les salariés d'accidents ou du développement de maladies professionnelles. Et je le redis, tant sur un plan physique que mental. Bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas figé, mais qui doit être dynamique, c'est-à-dire que les mesures doivent être adaptées en permanence aux circonstances de travail, et puis aussi à l'amélioration des techniques mises à disposition. Et puis ça permet quelque chose de très important, ça permet de toujours maintenir un niveau de protection optimal
et d'améliorer les moyens de prévention mis en place quand cela peut être fait. Dans le cadre de ces droits et tes obligations, il y a des principes généraux de prévention mis en place dans la loi, qu'on va retrouver dans le Code du travail, et notamment l'employeur doit respecter, mettre en œuvre les mesures de prévention qui sont listées dans 9 principes généraux. Donc ces 9 principes sont les suivants. On va d'abord chercher à éviter les risques, d'accord, à chaque fois que c'est possible. Ça, c'est le premier principe général de prévention des risques. Quand ces risques sont moins évitables, on va les évaluer, d'accord, pour savoir ce à quoi on fait face. On va essayer de combattre ces risques à la source, dans la mesure du possible. On va aussi essayer d'adapter le travail à l'homme, et non pas l'inverse. Donc les postes de travail doivent être le plus possible adaptés aux capacités du travailleur. Ensuite, point très important, c'est ce qu'on a dit, on doit tenir compte de l'évolution des techniques, c'est-à-dire que quand un nouvel outil qui protège mieux arrive sur le marché, on doit pouvoir faire en sorte, dans un certain laps de temps, de l'acquérir pour protéger au mieux ses salariés. On doit essayer de substituer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins. Donc on va remplacer, par exemple quand il y a utilisation d'un produit chimique assez dangereux, on va essayer de se tenir informé pour savoir si on ne peut pas remplacer ce produit par un produit qui serait moins dangereux pour la santé. On doit également planifier la prévention, c'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement agir dans l'immédiat, mais organiser ce qui se fait à plus large échelle temporelle. Notamment, on doit prévoir quels sont les salariés qui doivent être formés à quelle nouvelle technique de prévention, ou quelqu'un qui arrive sur un nouveau poste doit bénéficier d'un nouvel accompagnement pour réaliser au mieux les actions de prévention en termes de sécurité sur son poste. On va toujours essayer de protéger, de privilégier la protection collective sur la protection individuelle. Par exemple, pour limiter le bruit, on va toujours essayer par exemple de mettre une caisse insonorisante autour des machines bruyantes plutôt que de demander à chaque salarié de porter le casque. Pourquoi ? Parce que la protection collective, elle est plus efficace, elle va même être au final moins chère et elle permet à chacun d'être protégé sans avoir à se rappeler systématiquement qu'il faut qu'il utilise des équipements de protection. Donc elle est plus efficace. Et enfin, point non négligeable, il faut que le travailleur dispose d'instructions, de consignes appropriées et claires. C'est-à-dire que c'est de la responsabilité de l'employeur de former parfaitement le travailleur à son poste de travail, les tâches qu'il a à réaliser et aux mesures de prévention qui accompagnent ce poste de travail. Donc ça, on pourra vous en reparler. Ces 9 principes généraux de prévention des risques, ils sont très importants et l'employeur doit strictement s'inscrire dans ce cadre. On va pouvoir parler de la faute inexcusable de l'employeur. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'employeur, en fait, il a une obligation de résultat par rapport à la sécurité de ses salariés. D'accord ? L'employeur, il est tenu de permettre à son salarié de travailler dans un environnement sécurisé. S'il manque à cette obligation, alors à ce moment-là, c'est là qu'arrive le caractère de faute inexcusable, d'accord, qui est prévu dans des codes, celui de la sécurité sociale, donc des textes de loi. Et ça intervient quand l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, ou alors carrément qu'il avait conscience de ce danger, mais qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, d'accord ? Donc même si l'employeur dit « bah oui mais j'avais pas vu », alors qu'en fait tout était à sa portée pour qu'il évalue le risque, l'employeur sera responsable au titre de la faute inexcusable. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, un salarié chute d'un échafaudage qui présentait des défauts de sécurité. D'accord ? Un salarié s'arrache un doigt dans une fraiseuse dont la lame n'était pas sécurisée. Donc l'employeur a pour obligation de sécuriser la lame.
Un salarié va développer une hernie discale parce qu'il a manipulé sans aide, sans matériel, des pièces métalliques lourdes de 50 kg pendant longtemps. D'accord? Donc là, encore une fois, l'employeur doit mettre à disposition des aides à la manutention. La manutention, c'est le fait de manipuler des objets. Enfin, si un salarié chute dans un garage automobile, par exemple sur une flaque d'eau, liée au lavage d'une voiture, alors que cette opération n'a pas été réalisée dans un endroit strictement réservé au lavage des voitures. Tout ça, ce sont des défauts de l'employeur, des fautes inexcusables, des mises en défaut de sa capacité d'avoir mis en place des mesures de prévention. Et qu'il peut à ce titre être poursuivi pour faute inexcusable. Attention toutefois, le salarié, lui, a aussi une obligation. Et à ce moment-là, ne peut pas accuser son patron de faute inexcusable si le salarié n'utilise pas les moyens de prévention qui sont mis à sa disposition. Il est en tort s'il n'utilise pas, par exemple, des équipements de protection individuelle. S'il doit se protéger du bruit, qu'on lui met à disposition des bouchons d'oreille mais qu'il ne les utilise pas, le salarié est en tort. Et il est même passible de sanctions, c'est-à-dire que l'employeur est en droit de le sanctionner en regard de la non-utilisation de ses moyens de prévention. On a parlé des droits et des obligations de l'employeur, maintenant on va discuter des droits et des obligations du salarié. Puisque un salarié et un employeur sont liés par un contrat de travail qui respecte le droit du travail, chacun a donc des droits et des devoirs. La première obligation du salarié, c'est de prendre, en matière de prévention, c'est de prendre soin de sa santé et de celle d'autrui, d'accord? Donc de celle de ses collègues. Ainsi, il va y avoir 4 points que le salarié va devoir impérativement respecter. Tout d'abord, il doit porter ses EPI, ses équipements de protection individuelle. Il doit aussi obéir aux consignes, d'accord? Le patron va délivrer un certain nombre, l'employeur va délivrer un certain nombre de consignes strictes et qui permettent à chacun de se protéger soi-même et les autres. Le salarié est en devoir de les respecter. Le salarié a également une obligation d'alerte s'il s'aperçoit d'un danger. Si quelque chose ne va pas, que sa sécurité ou celle d'autrui est mise en jeu dans le cadre de son travail, il doit en alerter l'employeur et dire stop. Et enfin, il doit proscrire tout comportement à risque sur le cadre de son lieu de travail. Donc on ne doit pas consommer d'alcool, de drogue, pas conduire en état de fatigue, etc. Donc ça, ce sont les obligations du salarié. Le salarié va donc avoir un droit d'alerte, mais qui en fait est une obligation, d'accord? Donc le Code du travail va prévoir que le salarié doit tenir immédiatement informé son employeur de toute situation de travail qui présente un caractère dangereux. Donc il faut que ce danger soit grave, d'accord? C'est pas juste il y a un courant d'air, on va attraper un rhume. Et imminent. Imminent, ça veut dire que il peut arriver tout de suite. D'accord? Donc ça, c'est hyper important parce que c'est du devoir de l'employé d'alerter l'employeur quand un danger est constaté pour soi ou pour autrui. Par exemple, s'il y a un problème dans un équipement de protection, quelque chose qui fonctionne mal, une défectuosité, un dysfonctionnement, c'est aussi de la responsabilité du salarié de le déclarer, d'aller en informer l'employeur. Et puis il existe un droit qui s'appelle le droit de retrait. Le salarié peut se retirer d'une telle situation. C'est-à-dire que dans une situation de travail où un danger grave et imminent, c'est-à-dire qui va arriver tout de suite, existe, le salarié peut se retirer de ce poste de travail et l'employeur ne peut pas demander au salarié de reprendre son activité. D'accord ? Alors, bien entendu, il faut que ce danger soit réel et bien évalué par le salarié, par le travailleur. Mais dans ce cas-là, si en tant que salarié, on a la sensation, on évalue qu'on est vraiment dans une situation de danger et qu'on ne peut pas s'en prémunir, eh bien on a le droit de cesser son activité et d'en informer bien entendu l'employeur. C'est ce qu'on vous redit ici. Donc on vous reparle du droit, de l'obligation d'alerte.
qu'un danger grave et imminent, le salarié doit en informer le patron. Et puis si du coup il n'y a pas y a pas de mise en sécurité qui se fait, et à ce moment-là, le salarié peut être en mesure de quitter son poste de travail pour échapper à cette situation qu'il va juger dangereuse et de manière immédiate. D'accord. À ce moment-là, le salarié exerce son droit de retrait et aucune sanction possible à son encontre n'existera. D'accord. Donc, par contre, si on alerte et que le patron, l'employeur, trouve une solution pour sécuriser la zone de travail, à ce moment-là, on ne peut pas exercer son droit de retrait. Ok. Il y existe un outil très important qui va être utilisé en entreprise pour justement évaluer les risques qu'encourent les salariés et puis permettre de définir des mesures de prévention adaptées. Cet outil s'appelle le document unique d'évaluation des risques. Des fois, on vous dit DUER. Il a été instauré en 2001, d'accord, et il est obligatoire dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou le secteur d'activité. Il va lister, après avoir identifié, les risques professionnels que peuvent encourir les salariés dans l'entreprise. Donc, point par point, chaque risque va être écrit, déclaré. Et puis, en lien, doivent être identifiées et mises en place des actions de prévention ou de protection. Donc, pour chaque risque identifié, on le note dans le document unique et on note en regard l'action de prévention qu'on met en place pour que ce risque ne se transforme pas en accident ou en maladie. Voici par exemple comment on peut établir un document unique, d'accord, avec un tableau d'analyse des risques. Donc vous voyez, on va identifier la source du danger, quel est le type de risque, on peut mettre un commentaire, le nombre de personnes qui sont exposées, la fréquence d'exposition, donc une fois par jour, une fois par mois, une fois par semaine, la durée d'exposition. Est-ce qu'il existe des facteurs aggravants ? Par exemple, là, on vous met travailleur isolé, donc c'est que la personne va travailler toute seule dans son coin et ne va pas pouvoir déclarer un accident s'il en est victime, il ne va pas pouvoir être secouru. On liste les conséquences possibles. Donc c'est souvent ce qu'on va lister dans dommage quand on parle du schéma de principe d'apparition du dommage. Et puis on va classer les risques. Donc est-ce que de manière brute c'est un risque important ou pas? Donc on peut donner un chiffre, on peut donner une évaluation avec un mot, ici critique. Donc critique ça veut dire vraiment qu'il faut intervenir. Est-ce que le risque est maîtrisé? Donc parfois on verra que une fois le risque maîtrisé, un risque qui nous semblait majeur au départ devient minoré puisqu'on peut apporter des solutions. Et puis, on verra si le risque en cours est classé du coup dans la catégorie mineure, majeure ou critique. D'accord ? On va voir qu'il y a des choses très physiques qui peuvent être listées, comme la collision entre des véhicules. D'accord ? Et du coup, on peut avoir des dommages à nouveau très physiques, avec des blessures, entorses, fractures. Mais aussi, on peut lister des risques plus psychologiques, par exemple le stress, d'accord, et des conséquences qui vont donc ne pas être de l'ordre d'une lésion corporelle stricte, mais plutôt en termes psychologiques, avec du coup la génération d'agressivité ou de colère. Ok ? En fonction du classement de ces risques et de leur degré d'importance, on va pouvoir prioriser ceux auxquels il faut répondre de manière immédiate, pour lesquels il faut apporter une réponse rapide, très rapide en termes de prévention. Ok ? Donc on pourra avoir d'autres exemples de documents uniques en cours. On va ouvrir cette dernière séquences de la vidéo sur les acteurs de prévention dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre professionnel. Il va y en avoir plusieurs. D'abord, il va y avoir des acteurs externes, d'accord, qui ne vont pas travailler directement au sein de l'entreprise, mais auxquels on va pouvoir s'adresser dans tout un tas de situations. D'abord, il va y avoir la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et santé au travail, qui va avoir pour objectif de prévenir les risques professionnels et d'améliorer les conditions de travail des salariés. D'accord ?
Il va y avoir également l'inspection du travail. Donc l'inspecteur du travail va avoir 4 rôles bien définis. Il va contrôler l'application des lois définies dans le Code du travail, donc il vérifie que l'employeur et le salarié se conforment à la législation. Il a aussi un rôle de conseil et d'information auprès des salariés et des employeurs. Il peut faciliter la conciliation, il peut avoir un rôle de médiateur quand il y a des conflits collectifs, d'accord? Donc des conflits de groupe. Et puis dans certaines situations, il peut décider d'intervenir. Donc suspendre des activités qui sont jugées trop dangereuses. Il peut intervenir sur le règlement intérieur, d'accord, aussi en retirant certaines clauses qu'il juge abusives. Il existe quelques autres acteurs externes de prévention. On aura l'occasion d'en reparler en cours, comme l'INRS et puis d'autres encore. Mais déjà, retenons la CARSAT et l'inspection du travail. Hop. Nous allons passer aux acteurs, cette fois-ci, internes de prévention, qui sont nombreux. Donc ces acteurs internes, ce sont des gens qui vont être présents à l'intérieur de l'entreprise. Tout d'abord, il va y avoir l'employeur. D'accord ? Lui a des droits et des obligations en termes de sécurité. Il met en œuvre une démarche de prévention dans l'entreprise, notamment avec le support du document unique. Bien sûr, il va y avoir le salarié formé, c'est-à-dire compétent, qui lui va appliquer la politique de prévention définie par l'employeur. Ensuite, il va y avoir le SST, le sauveteur secouriste au travail, qui peut porter secours en cas d'accident. D'accord ? Vous pouvez vous former au SST pour devenir SST. Il va y avoir le service de santé au travail, d'accord, dont la médecine du travail, qui va suivre l'état de santé des salariés, qui va apporter des conseils en matière de prévention, et puis qui va permettre d'assurer la traçabilité des expositions professionnelles. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus exposés que d'autres à certains risques, à certaines maladies, à certains accidents, pour pouvoir améliorer cette prévention. Enfin, il y a le comité social et économique qui va avoir pour objectif de promouvoir la sécurité, la santé dans les conditions de travail et de transmettre les réclamations éventuelles, soit individuelles, soit collectives des salariés. Donc on verra en fait que c'est des personnes qui vont être désignées au sein de l'entreprise, on verra leur modalité de désignation, et qui vont se réunir de manière régulière pour définir au mieux quelles peuvent être les stratégies à mettre en place dans l'entreprise pour que chacun bénéficie d'un cadre parfaitement sécurisé pour travailler.